Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 5 sur comment lutter contre le chômage. Grand 5. Quelle politique mettre en œuvre pour lutter contre le chômage? Au sens large, la politique de l'emploi regroupe l'ensemble des politiques publiques dont l'objectif est d'améliorer la situation du marché du travail en favorisant la création de nouveaux emplois et ou la sauvegarde des emplois existants. Ces politiques diffèrent en fonction de l'explication que les pouvoirs publics ont du chômage. Avant 1993, l'explication dominante du chômage est celle d'une insuffisance de la demande de travail. Les politiques de l'emploi cherchent avant tout à créer les conditions d'une croissance économique plus riche en emplois, mais visent aussi à accélérer le retrait de certaines catégories de travailleurs du marché du travail. Par exemple, les plus âgés, avec le dispositif des pré-retraites. Par ailleurs, les politiques dirigées vers les chômeurs sont essentiellement passives. L'indemnisation du chômage constitue le poste de dépense le plus important. Après 1993, on change de paradigme. Les gouvernants soulignent que les causes du chômage sont multiples, notamment l'insuffisance de la demande, mais aussi de l'offre de travail, les difficultés d'appariement, l'insuffisance des rémunérations, etc. Les politiques de l'emploi ne visent plus à faire sortir du marché du travail des actifs, mais au contraire à augmenter le taux d'emploi. Les gouvernements recherchent toujours une croissance plus riche en emplois, mais considèrent que cette croissance peut être obtenue par d'autres biais qu'une relance de l'activité par l'augmentation des dépenses publiques. Ils souhaitent également faire baisser le coût du travail pour renforcer la compétitivité des entreprises. Parallèlement, les politiques de l'emploi deviennent plus actives. On aide le chômeur à se former, on demande plus de mobilité géographique et professionnelle. Les gouvernants soulignent aujourd'hui que les causes du chômage sont multiples. Insuffisance de la demande de travail, difficulté d'appariement, qu'elle soit liée à la mobilité ou à la formation, coût du travail élevé, etc. Grand A, les politiques macroéconomiques de soutien à la demande globale. Pour agir contre le chômage conjoncturel, Keynes proposait de cibler les déterminants de la décision des entrepreneurs, qui sont responsables du volume d'emplois offerts sur le marché du travail. Souvenez-vous de la vidéo numéro 4. Les entrepreneurs élaborent leurs décisions d'embauche sur une base comptable. Ils confrontent les recettes attendues avec leurs coûts de production. Pour le supérieur, il existe d'autres déterminants, comme les anticipations des entrepreneurs sur l'état de la conjoncture, l'observation des comportements de leurs concurrents ou encore leur instinct. Pour Keynes, cette décision n'est donc pas totalement rationnelle. Il y a une forme de spontanéité, d'urgence à agir qui pousse les entrepreneurs à ne pas se fier totalement à des calculs comptables. C'est ce qu'il nomme les esprits animaux. Je referme la parenthèse, je ferai une vidéo spécifique. Quoi qu'il en soit, sur la base de cette explication, les solutions au chômage conjoncturel passent par un soutien à la demande anticipée par les entrepreneurs qui peut prendre deux formes, le soutien à l'investissement et l'action sur la consommation. Par quel mécanisme soutenir la demande globale? Eh bien, l'action sur la demande globale prend la forme de politiques de relance de l'activité économique, d'inspiration keynésienne. C'est ce que nous allons voir plus avant maintenant. Bien, les politiques de soutien à la demande, que l'on appelle politiques de relance, on trouve aussi dans la littérature politique expansionniste ou encore politique accommodante, sont des politiques macroéconomiques conjoncturelles. Les politiques conjoncturelles sont des mesures de politique économique prises par un gouvernement et une banque centrale à court terme en fonction de la position de l'économie dans le cycle économique. On distingue deux types de politiques conjoncturelles. La politique monétaire, qui regroupe l'ensemble des actions visant à agir sur la conjoncture économique par l'intermédiaire de la quantité de monnaie en circulation et ou du taux d'intérêt. Je vous renvoie à la vidéo 4 sur la création monétaire, chapitre de première, qui traite du rôle de la Banque centrale et des effets de ses interventions. Cette vidéo est fondamentale, même si elle est complexe. Je vous invite donc à la regarder. Et la politique budgétaire qui, elle, regroupe l'ensemble des actions visant à agir sur la conjoncture économique par l'intermédiaire du budget public et ou du budget de l'État, c'est-à-dire ses recettes et ses dépenses.
Je vous renvoie à votre cours de première sur le financement de l'économie. Les recettes correspondent aux prélèvements obligatoires, TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, impôt foncier, CSG, etc. Les dépenses correspondent au paiement des fonctionnaires, aux investissements publics, aux services de la dette, au paiement des minima sociaux, etc. Comment les politiques de relance permettent-elles de lutter contre le chômage conjoncturel? Alors, la baisse du taux d'intérêt directeur par la Banque centrale rend le coût du crédit moins cher comparativement à la rentabilité de l'investissement, ce qui permet de relancer l'investissement et donc accroît la demande globale, la production et l'emploi et fait baisser le chômage. Je vous renvoie à nouveau à la vidéo numéro 4 sur la création monétaire qui montre comment la modification du taux d'intérêt directeur se répercute sur le taux d'intérêt que les banques commerciales facturent à leurs clients. Ensuite, l'embauche de fonctionnaires, la mise en œuvre de grands travaux, l'augmentation des prestations sociales, surtout pour les individus à faible revenu qui ont une propension à consommer très élevée, la baisse des impôts, permettent de distribuer des revenus et donc de stimuler la consommation et l'investissement, donc la demande globale et donc d'accroître la production et l'emploi et font baisser le chômage. Les gouvernements peuvent également augmenter les revenus par le biais du salaire minimum. Figure 3, voici sous forme schématique ce que nous avons explicité sous forme textuelle précédemment. Alors, en bleu les instruments et en rouge les effets attendus. 3 instruments, la politique monétaire de la Banque centrale, la politique budgétaire du gouvernement, la politique des revenus du gouvernement. Une baisse du taux d'intérêt directeur de la Banque centrale va se traduire par une baisse des taux d'intérêt que les banques commerciales pratiquent auprès de leurs clients. Cette baisse des taux d'intérêt va conduire à une hausse de l'investissement. Ensuite, la politique budgétaire de l'État et donc la hausse des investissements publics, la baisse des impôts sur les entreprises, la baisse des impôts sur les ménages, la hausse des salaires des fonctionnaires et des revenus sociaux vont aussi entraîner une hausse de l'investissement et une hausse de la consommation. Enfin, au niveau de la politique des revenus, l'augmentation des revenus des ménages à bas revenus, comme par exemple une hausse du SMIC ou une hausse des minima sociaux, va également générer une hausse de la consommation. La hausse de l'investissement et la hausse de la consommation contribuent donc obligatoirement à la hausse de la demande globale et anticipée, qui se traduit par une hausse de la production, qui se traduit par une hausse de l'emploi, une baisse du chômage et une hausse des revenus distribués. La boucle est bouclée. Grand B, les politiques d'allègement du coût du travail pour lutter contre le chômage. Pour résoudre une partie du chômage structurel, le chômage de long terme donc indépendant des fluctuations de l'activité économique, les politiques de l'emploi peuvent mettre en place des mesures d'abaissement des différentes composantes du coût du travail. Rappelons que le coût du travail comprend le salaire net auquel s'ajoutent les cotisations sociales, patronales et salariales. Ces mesures permettent d'inciter les entreprises à embaucher les salariés peu qualifiés, dont la productivité était inférieure au coût du travail. La baisse du coût du travail décourage également les entreprises à remplacer du travail par du capital, ce qui préserve l'emploi. Elle améliore la compétitivité prix des entreprises françaises, ce qui augmente la production et donc accroît l'emploi. Enfin, la baisse du coût du travail améliore la rentabilité des entreprises, ce qui permet de dégager des profits pour financer l'investissement, source de production et d'emploi. Bien, en France, depuis 1993, les politiques d'emploi mettent en place des allègements de cotisations sociales concentrés sur les bas salaires pour soutenir l'emploi peu qualifié, particulièrement touché par le chômage. Un ensemble de réformes ont permis cette baisse du coût du travail. Par exemple, en 2013, le CICE accorde un crédit d'impôt aux entreprises sur l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours d'une année civile qui n'excède pas 2,5 fois le SMIC. Le basculement d'une partie du financement de la protection sociale, des cotisations assises sur la rémunération du travail vers la fiscalité, par exemple la CSG qui est un impôt, relève du même type de politique pour l'emploi. Alors, ces politiques sont souvent critiquées en raison de leurs coûts et de leurs effets, parfois limités sur l'emploi, comme par exemple le CICE, qui n'aurait permis de créer ou de ne sauver que 200 000 emplois. Grand C, les politiques de formation pour lutter contre le chômage.
Les politiques de formation favorisent la reconversion professionnelle, renforçant l'employabilité de certaines catégories. En effet, il existe des emplois vacants car les demandeurs d'emploi ne possèdent pas les qualifications requises pour les occuper. Ensuite, il semble nécessaire d'orienter les chômeurs vers les secteurs créateurs d'emplois, comme les services à la personne, ou vers les secteurs porteurs, comme l'économie verte. On sait que les individus les plus touchés par le chômage sont les actifs sans qualification. Par exemple, en 2014, un jeune actif sur deux sans diplôme est au chômage. Les études montrent que les chômeurs qui suivent une formation ont plus de facilité à se réinsérer dans l'emploi que les chômeurs qui n'en suivent pas. Les politiques de formation ont pour objectif d'améliorer la qualité des appariements et donc de réduire le chômage structurel. Grande D, les politiques de flexibilité pour lutter contre le chômage. Alors, dans la plupart des pays, il existe un droit du travail qui encadre la relation salariale. Ce sont les règles nécessaires pour organiser le fonctionnement du marché du travail. Ce droit codifie le recours aux différents types de contrats de travail, organise le recours aux heures supplémentaires, définit les règles d'embauche, de licenciement, de rémunération, etc. Ces règles peuvent constituer des rigidités à l'origine d'un chômage structurel. Alors, flexibiliser le marché du travail signifie supprimer ces rigidités pour diminuer le chômage structurel. La flexibilité du travail est une situation dans laquelle la quantité de travail et le taux de salaire s'ajustent en permanence à la conjoncture économique. Alors, d'une manière générale, la flexibilité désigne la capacité d'une entreprise à faire face sans délai aux fluctuations de la demande qui lui est adressée. Si l'entreprise veut s'adapter à la demande sans délai, elle doit pouvoir contrôler le volume de ses facteurs de production, dont le travail. Grande D, les politiques de flexibilité pour lutter contre le chômage. Voyons à présent les différentes formes de flexibilité. J'insiste, elles sont attendues au bac. Tout d'abord, la flexibilité quantitative interne, qui consiste à faire varier le temps de travail au cours de l'année. Cette flexibilité peut être obtenue par le recours aux heures supplémentaires et à l'annualisation du temps de travail, qui n'est plus défini sur la semaine, par exemple 35 heures hebdo, mais sur l'année, 1600 heures. La flexibilité quantitative externe. L'entreprise fait varier son volume de main-d'œuvre en recourant au marché du travail, embauche sous forme de CDD, contrat d'intérim, licenciement, etc. L'externalisation qui consiste à faire exécuter certaines tâches annexes à la production par des entreprises extérieures. L'entreprise se concentre sur son cœur de métier. En fait, les tâches qui sont essentielles à sa production, celles qui réclament un savoir-faire particulier, et elle délègue le reste à des prestataires de services. Ensuite, la flexibilité qualitative interne, on dit aussi fonctionnelle, qui consiste à faire exécuter des tâches différentes aux mêmes salariés en fonction des besoins. On parle de polyvalence des travailleurs. Par exemple, un salarié doit être capable de servir la clientèle, de faire la caisse, de ranger le magasin, etc. Enfin, la flexibilité des rémunérations. Le salaire ici varie en fonction de la productivité individuelle ou bien en fonction de la concurrence sur le marché du travail pour les salariés. Les allocations chômage sont réduites, etc. Bien, de nombreuses politiques en France et dans les pays européens ont libéralisé leur marché du travail. Les premières réformes ont été faites en Allemagne. La France a d'abord commencé à développer la flexibilité externe quantitative avec le recours au CDD et à l'intérim. Les réformes du marché du travail ont réellement été engagées à partir de 2013. L'accroissement de la flexibilité vise à réduire les rigidités sur le marché du travail, et il en est attendu un certain nombre d'effets. La hausse de la productivité des salariés, puisque les entreprises embauchent la main-d'œuvre dont elles ont besoin et au poste souhaité. Cela est notamment permis par la polyvalence. Davantage d'embauches. En effet, si les entreprises peuvent licencier plus facilement, elles sont moins désincitées à embaucher. Un ajustement du taux de salaire aux évolutions des marchés et à la productivité des salariés. De manière générale, la flexibilité permet une affectation optimale des ressources de l'économie. Elle permet une circulation plus fluide des travailleurs. Le travail se déplace librement des secteurs en difficulté vers ceux en expansion. Nous avons parlé du processus de destruction créatrice dans la vidéo numéro 3, je vous y renvoie. En augmentant la compétitivité prix des entreprises,
La baisse des prix et la hausse du profit permettent également de relancer la demande et de réduire le chômage conjoncturel de manière indirecte. Mais notons certains bémols. Ces réformes protègent moins les salariés, même si une dose de sécurité a été introduite. Par ailleurs, une augmentation du recours au CDD et à l'intérim peut diminuer la productivité des salariés. En effet, il y a par exemple une baisse de l'apprentissage par la pratique. Alors ici, petit focus sur les incitations en économie. Chaque début d'année, l'introduction d'un cours de L1 économie commence avec les 10 principes de l'économie de Mankey et Taylor. Le quatrième principe dit: les agents économiques répondent aux incitations. En économie, une incitation, incentive, est une mesure visant à encourager des agents économiques à adopter un comportement qu'ils n'auraient pas eu par eux-mêmes. Ainsi, si un gouvernement veut lutter contre le changement climatique, il peut imposer une taxe sur l'essence pour inciter les agents à acheter des voitures à faible consommation ou à utiliser les transports en commun. Dans une économie de marché, les incitations transitent par deux grands canaux. Le premier est le système des prix qui régissent la production et l'échange et donc la distribution des revenus. Le second correspond au cadre institutionnel qui régit l'activité des individus. Exercice. De quoi se compose le coût du travail? Le coût du travail est constitué de toutes les dépenses induites par l'utilisation du facteur travail dans l'entreprise. Il comprend donc les salaires bruts versés aux salariés, c'est-à-dire le salaire net perçu par les salariés sur leur compte en banque, si vous voulez, auxquels sont ajoutées les cotisations sociales salariales, et les cotisations sociales versées par l'employeur, c'est-à-dire les cotisations sociales patronales. En quoi consiste une politique budgétaire expansionniste ou de relance ou accommodante? Une politique budgétaire expansionniste consiste à augmenter les dépenses de l'État et baisser ses recettes. Quel est l'effet d'une politique budgétaire expansionniste sur le chômage? La politique budgétaire expansionniste contribue à augmenter la demande globale et donc à faire baisser le chômage. En quoi consiste une politique monétaire expansionniste? Une politique monétaire expansionniste consiste à augmenter la création monétaire, par exemple en diminuant le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale. Vidéo 4 sur la création monétaire, classe de première. Quel est l'effet d'une politique monétaire expansionniste sur le chômage? Une politique monétaire expansionniste incite les banques commerciales à baisser leur taux d'intérêt, ce qui relance donc la demande globale et fait baisser le chômage. À nouveau, je vous conseille de regarder la vidéo 4 sur la création monétaire de classe de première.